Dans cette vidéo relative à la thermochimie, nous allons construire des cycles thermodynamiques pour appliquer la loi de Hess au changement d'état, puis pour calculer une enthalpie de réaction à une température donnée, connaissant l'enthalpie de cette réaction à une autre température. Admettons que l'on souhaite connaître l'enthalpie standard molaire de fusion de la glace, l'eau à l'état solide, à sa température de changement d'état sous la pression standard, c'est-à-dire 273 Kelvin. Tout d'abord, il convient d'écrire la réaction de cette transformation. Eau solide donne eau liquide. La chaleur de cette réaction est l'enthalpie standard molaire de fusion de l'eau à 273 Kelvin. Elle est égale, d'après la loi de Hess, à l'enthalpie standard de formation de l'eau liquide à 273 Kelvin moins l'enthalpie standard molaire de formation de l'eau solide à 273 Kelvin également. Or, dans les tables thermodynamiques, la plupart des grandeurs sont données à 25 degrés, 298 Kelvin. On va donc, pour faire notre calcul, construire un cycle thermodynamique. Nous imaginons donc un chemin fictif qui part du même état initial, l'eau solide, pour arriver au même état final, l'eau liquide, qui nous permettra d'utiliser les données disponibles dans les tables thermodynamiques. Nous imaginons donc qu'à partir de l'état initial, l'eau solide est chauffée à pression constante jusqu'à 25 degrés, puis que sa fusion s'opère à 25 degrés et sous la pression standard, et enfin que l'eau liquide obtenue refroidit jusqu'à 0 degré, toujours à pression constante, ce qui nous permet de retrouver l'état final visé. Nous pourrons ainsi utiliser la loi de Hess pour calculer l'enthalpie standard molaire de fusion de l'eau à 25 degrés à partir des enthalpies standard molaires de formation de l'eau liquide et de l'eau gazeuse à 25 degrés. Il nous faudra également calculer les quantités de chaleur échangées au cours du chauffage fictif de l'eau solide, noté Q1 sur la diapositive, et au cours du refroidissement tout aussi fictif de l'eau liquide, noté Q2. Et ça, vous savez le faire maintenant. Les quantités de chaleur échangées à pression constante sont égales aux variations d'enthalpie. Or, à pression constante, dH est égal à CP/dt. Donc, pour calculer Q1, on intégrera le CP molaire de l'eau solide multiplié par dt, et ceci de 273 à 298 Kelvin. Si on considère comme le CP comme étant indépendant de la température, cela nous donne Q1 est égal à Cp molaire de l'eau solide que multiplie T2 moins T1. Il en est de même pour Q2, sauf que c'est le Cp de l'eau liquide qui se trouve dans l'intégrale et que les bornes d'intégration sont inversées. Pour finir, l'enthalpie standard molaire de fusion de l'eau à 273 Kelvin est égale à Q1 plus l'enthalpie standard molaire de fusion de l'eau à 298 Kelvin plus Q2. Et donc, on peut rassembler Q1 et Q2 en rassemblant les intégrales, et ça nous donne que l'enthalpie de fusion à 273 Kelvin est égale à l'enthalpie de fusion à 298 Kelvin plus le Cp de l'eau solide moins le Cp de l'eau liquide, le tout facteur de T2 moins T1. Ce que nous venons de faire repose sur la propriété de fonction d'état de l'enthalpie. Nous avons utilisé le fait que sa variation ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de l'état initial et de l'état final. Si on parcourt un cycle, que l'on part de l'eau solide à 0 degré pour y revenir, on obtient que ΔH1 plus le ΔH de fusion de l'eau à 298 Kelvin plus ΔH2 et moins le ΔH de fusion de l'eau à 273 Kelvin est nul. Donc, en calculant ΔH1 plus le ΔH de fusion de l'eau à 298 plus le ΔH2, on obtient bien l'enthalpie de fusion de l'eau à 273 Kelvin. Une telle construction de cycle est valable pour n'importe quelle réaction chimique. Nous allons travailler dans un cas on ne peut plus général d'une réaction chimique qui se produit à la température T1
sous la pression standard et qui, à partir de réactifs, donne des produits. L'enthalpie standard de cette réaction, AT1, est supposée connue. Si je veux connaître l'enthalpie de cette même réaction mais à une autre température, T2, je vais construire un cycle thermodynamique. Je pars de mes réactifs à T2, je les porte fictivement et à pression constante à la température T1. À cette température T1, la réaction transforme les réactifs en produits. Et pour finir, je porte, toujours fictivement et toujours à pression constante, les produits de T1 à T2. L'enthalpie de la réaction à T2 est égale à delta H1 plus l'enthalpie de la réaction à T1 plus delta H2. Et ensuite, on va calculer delta H1 et delta H2. Delta H1, c'est l'intégrale de T2 à T1 de la somme des produits coefficients stoichiométriques des réactifs fois les CP molaires des réactifs, le tout fois dt. Et on peut ensuite calculer delta H1 en supposant par exemple que les CP ne dépendent pas de la température, et on les sort de l'intégrale, ou bien ils dépendent de la température, et on intègre joyeusement des polynômes de la température. Et on calculera delta H2 de la même manière, sauf que là c'est pour les produits et que les bornes d'intégration sont inversées. En regroupant finalement les intégrales sous une seule intégrale, on obtient que l'enthalpie de la réaction à la température T2 est égale à l'enthalpie de la réaction à la température T1 plus l'intégrale de T1 à T2 de la somme des produits coefficients stoichiométriques des produits fois les CP molaires des produits moins la somme des produits coefficients stoichiométriques des réactifs fois CP molaires des réactifs, le tout fois dt. Et finalement, nous venons d'établir ce qui s'appelle la loi de Kirchhoff. Attention, les expressions de Q1 et de Q2 que je vous ai présentées ne sont valables que si aucun des réactifs et aucun des produits ne change d'état entre T1 et T2. Dans le cas contraire, il suffira de prendre ces changements d'état en compte en ajoutant des étapes dans le cycle thermodynamique. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Enfin, jusqu'ici, nous avons travaillé à pression constante et donc utilisé la fonction enthalpie. Mais lorsque les conditions sont telles que c'est le volume qui est constant, alors il est possible de déployer les mêmes raisonnements à ceci près que la fonction d'état avec laquelle on travaille est l'énergie interne. Pour la partie thermochimique, dans notre boîte à outils, qu'y mettons? Eh bien, nous y mettons la définition de l'enthalpie standard molaire de formation et la loi de Hess. Et c'est tout. Pour la loi de Kirchhoff, je ne peux pas vous empêcher de l'apprendre, mais je préférerais largement que vous vous soyez approprié la démarche de construction de cycles thermodynamiques. Ne sollicitez jamais votre mémoire quand vous pouvez faire appel à votre intelligence. Sans compter que construire un cycle vous permettra d'identifier les éventuels changements d'état qui sont susceptibles de s'inviter à votre insu si vous appliquez bêtement la loi de Kirchhoff.